Je m'appelle Véronique Diarra, je suis professeure de français, romancière spécialisée en histoire et conteuse à l'occasion. Je vous parle de mon roman historique, Agnon l'était, une vie d'Amazone. Ce roman historique vous parle d'une femme guerrière appelée Agnon l'était. Agnon l'était dans sa langue, la langue fon qui est encore parlée dans l'actuel Bénin. Cela veut dire « tu es belle ». Oui, Agnon l'était est magnifique. Voyez, elle est là. Elle a le teint d'un noir profond. Elle est grande. Elle a une silhouette sculptée. Elle a le regard assuré. Elle est magnifique. Elle est tout en grâce et en puissance. C'est une vraie guerrière, une agodié, comme on dit dans sa langue, c'est-à-dire une combattante. Certes, je parle d'Amazone afin que chacun et chacune comprennent bien que c'est une femme qui se bat. Amazone, en fait, est un terme qui nous vient du grec, de la Grèce antique, quand des femmes se sont révoltées contre l'autorité des hommes et ont décidé de se réfugier sur une île grecque afin d'y vivre entre elles et de combattre tout homme qui oserait venir chez elles pour les commander. Alors les hommes ont vu comme un défi le fait d'aller les attaquer, d'aller les séduire. Elles les ont reçus les uns après les autres. Elles ont séduit les uns pour que parmi elles, certaines se trouvent enceintes. Elles les ont combattues ensuite, les ont tous exécutés. Aucun ne sortait vivant de leur île. Et quand celle qui était tombée enceinte accouchait, hélas, les petits garçons étaient exécutés. Parfois renvoyés vers d'autres côtes. Et les petites filles vivaient, étaient élevées pour être entraînées au combat et à la séduction. Et ainsi, tout continuait. D'autres hommes venaient pour se confronter aux Amazones, pour affronter les Amazones, et puis finissaient, comme chacun le sait. Toujours est-il que je vous emmène dans ce roman au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, l'esclavage du peuple noir s'intensifie. Quand a-t-il commencé au fait? Mais en 1440, quand, en passant au large de la côte de l'actuelle Mauritanie, une caravelle portugaise s'est arrêtée et a capturé 7 hommes noirs, pour les mener jusqu'à Lagos, un des ports du Portugal, qui est devenu le premier port négrier, puisque c'est là qu'on a vendu ces hommes aux enchères. Et c'est là qu'on en a été si content qu'on a décidé d'envoyer d'autres bateaux de la même sorte. D'autres bateaux pilotés par des flibustiers, des corsaires, payés par les propriétaires de compagnies négrières, qui voulaient que l'on emmène des hommes, des femmes et des enfants d'Afrique. Il se trouve que le pape Nicolas V, hélas un pape, a donné l'ordre dans une bulle à son bon fils, le souverain du Portugal. Allez attaquer les Sarrasins. Réduisez-les en esclavage, ils sont ennemis du Christ. Confisquez leurs biens meubles et immeubles. C'est ainsi que cela s'est passé dans ce qu'on appelait la Guinée. Aujourd'hui, on dit Afrique subsaharienne. C'est ainsi qu'ils se sont conduits. Les Portugais les premiers, suivis de très près par les Flamands, puis les Anglais, puis les Français. Ils ont fait beaucoup de mal en attaquant, je dis bien en attaquant,
les populations des côtes africaines subsahariennes. Il y a eu des résistances parce que les Africains ont résisté. Certes, ils ont été horrifiés par ces attaques aux pistolets, aux fusils, aux canons. Ça faisait des bruits de tonnerre. Mais ils ont résisté. Leurs guerriers se sont dressés. Leurs guerrières ont combattu. Les captifs eux-mêmes ont préféré se jeter à l'eau plutôt que d'être emmenés. Il y a eu une résistance. Et ce n'est pas parce qu'elle n'a pas triomphé qu'on ne va pas en parler. Cette résistance, j'en parle justement dans ce roman, Agnon était une vie d'Amazone. En ce qui concerne ce pays qu'on appelle aujourd'hui Bénin et qui était autrefois au niveau du sud au bord de la mer et sur toute la région forestière, le royaume du peuple Fon, il y a eu des guerrières. Des guerrières qui, selon l'histoire, sont apparues au début du XVIIe siècle. Une reine qui s'appelait Tassi Angbe a pris les armes quand son frère jumeau, qui était roi, elle n'était que princesse. Son frère jumeau est mort alors que le royaume était menacé par des ennemis d'un autre royaume africain. Elle a pris les armes, elle s'est masquée et elle a imité son frère. Elle a mené les guerriers au combat. Et quand elle a gagné la guerre, quand elle a repoussé les ennemis, quand elle a paradé devant le peuple, elle s'est démasquée et a démontré que elle, femme, elle avait pu vaincre les ennemis. Alors, elle a levé une armée féminine qu'on a appelée Agodje dans cette langue fon, qui subissait un entraînement terrible et qui devenait si dure au combat qu'elles arrivaient à effrayer les hommes. Parce que quand une mère sait que ceux qu'elle a de plus cher sont menacés, elle devient si terrible qu'elle peut venir à bout de n'importe quel adversaire. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, dans ce royaume fon, il y a eu des guerrières qu'on appelait Agodje dans la langue, et dans d'autres royaumes d'Afrique, il y a eu des guerrières. Voilà pourquoi j'ai eu l'idée de raconter dans un roman comment les Africains ont résisté, parce que je voulais un roman féministe. Ce roman féministe, Agnon était une vie d'Amazone, vous montre comment les Africains ont résisté, comment les femmes africaines ont résisté à l'esclavage. L'esclavage qui n'a été rien d'autre qu'une agression contre le peuple noir. Je vous donne ici la version qui n'a pas été apprise dans les écoles, dans les lycées, dans les universités d'Occident. Je parle d'Europe et d'Amérique. Sachons qu'il existe des historiens africains qui ont fait des recherches en interrogeant les anciens, en interrogeant les détenteurs de la tradition orale, en observant les travaux des archéologues, en observant également les textes d'Europe qui, une fois confrontés à ce que disent les Africains, révèlent tout à fait la vérité. Et c'est ainsi qu'après avoir effectué bien des recherches, j'ai pu trouver la vérité selon les Africains. Nous avons notre mot à dire. Nous sommes les descendants de ceux qui ont souffert à partir de 1440 et jusqu'à 1895. L'année où, officiellement, le dernier bateau négrier est arrivé sur un port de Virginie et a débarqué les derniers captifs africains, réduits à la situation de post-esclavage, puisqu'en 1895, l'esclavage était déjà aboli après la guerre de sécession aux États-Unis. On était à l'époque de la ségrégation. Ce n'était pas mieux, mais on ne va pas s'égarer. Concernant Agnon était,
une vie d'Amazone. Je vous emmène au XVIIe siècle. Vous allez découvrir ce merveilleux royaume fond. Vous allez découvrir la façon dont les gens vivaient dans cette région d'Afrique, la façon dont leur royaume, le royaume de Tho, était gouverné, était organisé, comment la société y était construite et combien elle était si bien organisée qu'il n'y avait pas de mendicité, qu'il n'y avait pas de marginal, qu'il n'y avait pas de laissé pour compte, parce que chacun avait son travail, son logement et son dû. Exactement comme dans les termitières, comme dans les fourmilières, comme dans les ruches. Bien observé par les anciens d'Afrique, qui avaient décidé de forger leur société à l'image de ces gentilles petites bêtes, qui peut-être ne sont pas intelligentes, mais dans leur instinct arrivent à bien présenter leur société pour que chacun ait sa place. Tout le monde ne peut pas commander. Tout le monde ne peut pas être au sommet. Mais chacun peut avoir sa place. Et c'est ainsi qu'étaient les sociétés africaines. Avec Agnon-Lété, à la suite d'une péripétie très grave, à cause d'un homme puissant, Agnon-Lété, pour sauvegarder son identité de guerrière, va partir, va s'exiler. Elle va d'abord arriver dans l'actuel Nigeria, qui est le royaume des Yoruba. Ce peuple a pour capitale Eko, qu'on appellera plus tard Lagos prononcé à l'anglaise. Elle va vivre dans ce royaume. Vous allez découvrir avec elle combien c'est beau, combien les gens y sont raffinés, combien les guerriers y sont forts et puissants, combien les femmes sont élégantes. Vous allez découvrir ce royaume de l'Afrique impériale. Vous allez voir comment Agnon-Lété, encore une fois confrontée à ce qu'elle ne veut pas, c'est-à-dire le mariage, encore une fois, Agnon-Lété va devoir s'en aller. Elle va partir, cette fois accompagnée. Elle va remonter un grand fleuve et se trouver dans le nord de l'actuel Cameroun. Rencontrer la population qui s'y trouve, y rester peu de temps, et ensuite descendre vers le sud. Pourquoi? Parce qu'elle veut aller à la rencontre de la reine Zingamandé, du Ndongo et du Makamba. Ces deux royaumes fédérés sont ceux qui précèdent ce que l'on appellera plus tard l'Angola. La reine Zinga, qui en est la souveraine, est une résistante à l'esclavage. Elle combat ce qu'on appelle dans sa langue les Mundele, c'est-à-dire les Portugais et les Flamands. Ces gens envoient leur armée, envoient aussi des flibustiers, des corsaires, pour attaquer les villes, les villages, afin d'emmener comme captifs des Africains, des Africaines et leurs enfants, afin qu'ils aillent travailler dans les plantations et dans les mines du Brésil et d'autres pays ou îles du Nouveau Monde. Zingamandé ne l'entend pas de cette oreille. Et justement, Agnon-Lété a entendu parler d'elle. Et comme elle a en elle un idéal de combat, l'idéal de refuser l'esclavage, alors elle va se rendre auprès de cette reine et lui proposer ses services. Ses services pour pouvoir combattre, pour pouvoir empêcher que son peuple soit réduit à l'esclavage. Ça, elle n'en veut pas. Elle n'en veut pas sous aucun prétexte. Donc, elle va traverser l'Empire Congo, cet empire extraordinaire qui aujourd'hui, s'il existait encore, couvrirait une grande partie de l'actuel Congo démocratique, mais aussi toute la République du Congo-Brazzaville, et puis le Gabon, et puis une partie du Cameroun.
et puis une partie de l'Angola. Ce grand empire fabuleux et richissime était divisé en plusieurs provinces. Agnonete va se contenter de les traverser. Et quand elle arrivera en Angola, elle proposera à la reine Nzinga de former des femmes au combat afin qu'elles puissent repousser les Mundele, puisqu'elle a compris que les Yovo et les Mundele sont les mêmes. Alors, la reine Nzinga, qui a bien existé et qui a combattu toute sa vie les Européens, va l'accepter, la prendre près d'elle, va en faire son général en chef. Et Agnonlete va former au combat toutes les femmes du Ndongo et du Matamba qui ne veulent plus voir ce qu'elles aiment être enlevées par les Mundele, c'est-à-dire les bandits, les brigands, les flibustiers portugais ou flamands. Ils estiment que cette partie de l'Afrique est leur chasse gardée. Eh bien, ils seront bien chassés. Parce que toute sa vie, la reine Nzinga va les combattre, va refuser de se laisser faire. La voici. Voyez comme elle est belle. Cette illustration reprend une gravure réalisée par un artiste portugais qui s'est inspiré de la description qu'il a pu lire dans les archives du Portugal et qui décrivait la reine Nzinga. Il n'y avait pas de photo à cette époque, bien sûr. Alors, des descriptions étaient faites de façon très précise pour présenter au roi les merveilles qui avaient été découvertes par les aventuriers, qu'on peut aussi appeler espions, enfin, ces capitaines de bateau. Et des gravures étaient réalisées pour montrer comment étaient les gens qui peuplaient ces pays, comment étaient les pays, comment étaient les villes, comment étaient les paysages, de comment ils se coiffaient, comment ils s'habillaient, comment ils ornaient leur corps, comment ils maquillaient leur visage. Et c'est à la vue de cela qu'une belle gravure a pu être réalisée et que j'ai pu à mon tour vous présenter des illustrations. Il y en a plusieurs dans ce roman. Je vous ai juste présenté celle-ci pour vous laisser le temps de décrire les autres quand vous aurez choisi d'emprunter Agnonlete, une vie d'Amazone, dans une des bibliothèques de Montréal où ce livre se trouve. Alors, si vous le choisissez autant qu'un autre, ce sera parce que ce livre-là vous enseigne la vérité sur l'histoire d'Afrique, vous présente l'Afrique impériale telle qu'elle n'est jamais présentée par les historiens d'Europe ou d'Amérique, parce que ça ne les intéresse pas beaucoup de montrer une image valorisante de l'Afrique. Ça ne les intéresse pas beaucoup de montrer un autre récit, une autre façon d'appréhender ce qui s'est passé autrefois sur ce grand continent qui est appelé Afrique. Je vous assure que vous allez partir en voyage parce que non seulement vous allez découvrir plusieurs royaumes et empires d'Afrique au XVIIe siècle, mais en plus, vous allez vous promener en Europe, car j'emmène mon lecteur au Portugal. Mon lecteur va découvrir ce qu'était le Portugal esclavagiste, je pèse mes mots, le Portugal esclavagiste du XVIIe siècle. L'esclavage du peuple noir a été pratiqué là-bas. Des bateaux sont arrivés d'abord au port de la ville Lagos, ville portuaire, premier port négrier du Portugal et premier port négrier d'Europe occidentale, puisque c'est l'Europe occidentale qui est en cause concernant l'esclavage du peuple noir. L'esclavage s'est pratiqué là-bas. Des Africains ont vécu là-bas en tant qu'esclaves.
il y a eu aussi des Africains, précisément des métis, qui ont été élevés à des rangs de haute bourgeoisie, voire même de noblesse et même de royauté. Parce que figurez-vous que dans les familles de haute bourgeoisie, donc richissimes, dans les familles nobles et dans les familles bourgeoises, et jusque dans les familles royales, on aimait avoir des serviteurs noirs qui étaient si forts qu'ils abattaient 3 fois plus de travail que les paysans portugais. Et puis, les femmes étaient d'une telle beauté que les hommes se permettaient de s'emparer d'elles, se permettaient de s'imposer à elles, et elles se trouvaient enceintes et avaient des enfants métis. Les Portugais avaient le mérite de reconnaître l'enfant métis, même s'il n'épousait pas sa mère, de l'élever et parfois de lui donner un état. Plus tard, ce jeune homme ou cette jeune fille métisse se mariait à un très beau parti portugais et avait une belle descendance. Un de mes personnages dans Agnon l'était, une vie d'Amazone, qui s'appelle Manuel, un beau jeune homme métis que vous allez rencontrer si vous lisez, va recevoir de son père un état et va plus tard se marier avec une Européenne, avoir des enfants, et vous découvrirez comment cela se passait à cette époque-là. Vous allez rencontrer beaucoup de personnages. Certains vous seront très sympathiques, d'autres moins, mais tous s'inspireront d'une réalité. Tous s'inspireront de l'histoire, de ce qui s'est vraiment passé et que je vous montre parce qu'il est temps que vous connaissiez notre version des faits, la version des Africains, la version de ceux qui ont bâti des civilisations extraordinaires, la version de ceux qui ont eu des royaumes et des empires d'une beauté, d'une splendeur, d'une richesse qui a impressionné les Européens quand ils les ont découverts. Car Diogo Cao, l'explorateur portugais, a déclaré à son roi: « J'ai vu des gens civilisés jusqu'à la moelle des os. » Cela veut dire qu'il a vu en Afrique des villes d'une splendeur qui n'existait pas encore en Europe. Il a vu des gens d'une beauté, d'une prestance et d'une élégance qui n'existaient pas en Europe. Lisez donc, vous découvrirez à travers mes descriptions la façon dont étaient habillées, coiffées ces personnes d'Afrique, la façon dont ils se comportaient. Et vous pourrez constater, vous pourrez voir combien leur noblesse était belle à voir. Je vous invite vraiment à monter dans ma machine, à remonter le temps. Vous qui fréquentez ces bibliothèques octogones de Montréal, découvrez mon roman féministe. Agnon l'était, une vie d'Amazone. Rencontrez toutes ces femmes d'Afrique et d'Europe qui vraiment présentent très haut la femme, la jante féminine, la condition féminine. Il s'agit vraiment de se rendre compte que la femme est la source, est le pilier de la famille, mais aussi de la société. Protéger la femme, honorer la femme, c'est assurer à toute une société sa pérennité, son progrès. Avec Agnon l'était, une vie d'Amazone. Partez en voyage et voyez combien la femme mérite bien son nom de femme. Nous voilà au cœur du combat.
Les Agodiais sont en train de donner une bonne leçon aux flibustiers flamands. Maintenant, elle en choisit un qui porte un grand chapeau, étrangement recourbé sur les côtés, et un anneau à l'oreille droite. Son œil gauche est caché par un bandeau noir. Il est affublé d'une barbe mal entretenue, et ses cheveux non seulement ressemblent à de longs poils de singe, mais en plus sont sales. Après les hommes qu'elle a l'habitude de voir au palais, quelle négligence! Pour commencer, elle expédie au loin le mousquet de cet individu en utilisant sa sagaie comme un bâton de combat. Puis elle lui assène une succession de coups de poing, de coups de pied et de coups de genoux. Elle lui pique le flanc de sa pointe de la sagaie. Il est coriace et saisit son épée. D'un mouvement, elle l'esquive. D'un coup de sabre, elle lui tranche la main. L'arme et le membre sanglant roulent sur le sable. D'un saut acrobatique, Agnolette se trouve derrière lui et lui assène un violent coup de pied au derrière. Vexé, il se retrouve à quatre pattes. D'un soubresaut, il s'accroupit, fait volte-face, puis, l'œil mauvais de sa main qui lui reste, il ramasse une poignée de sable pour la jeter au visage de la guerrière et se relève dans le même élan. Mais Agnolette a vu venir son mouvement. D'une roulade, elle évite le jet de sable de sa sagaie. Elle lui fauche les jambes alors qu'il s'est à peine remis debout. Il se retrouve encore à terre. Cette fois, il n'a même pas le temps de se sentir vexé. Agnolette se jette sur lui et la lutte corps à corps commence. Malgré l'amputation à vif d'une main, le flibustier reste alerte. Il est prêt à défendre chèrement sa vie. Son ultime combat l'oppose à une Amazone noire comme une diablesse, une créature des ombres. Vraiment, elle est d'une force particulière. Il ne se souvient pas d'avoir déjà reçu des coups aussi puissants. Ni aux Amériques, ni sur les îles de la mer Caraïbe, ni sur les côtes d'Afrique. Il se débat, il frappe de toutes ses forces. Elle esquive ses coups ou ne semble rien ressentir quand il l'atteint. C'est le démon en personne. Soudain, l'œil du flibustier borgne perçoit la dentition carnassière sur un visage plus sombre que la nuit. Une lame qui lui fait un mouvement vif. Une douleur meurtrit son cou. Le souffle lui manque. Il se vide de son sang. Les bruits de combat lui parviennent de plus en plus faiblement. Enfin, son unique œil voyant se fige. Agnolette se relève, triomphante, et contemple de ses yeux de tourmaline le chef des Yovos vaincu. Les ennemis sont tous à terre. C'était un passage de Agnolette, une vie d'Amazone. Alors maintenant, courez à la bibliothèque et empruntez-le. Vous allez partir en voyage. Vous m'en direz des nouvelles.